L'expression « société de consommation » est utilisée pour désigner une société au sein de laquelle les consommateurs sont incités à consommer des biens et services de manière abondante. Entre les publicités qui jouent sur nos émotions, les scandales des images subliminales, les techniques mises en place par les supermarchés, tels que le choix du placement de produits dans les rayons, ou bien les lots de promotion, on le sait, les consommateurs sont constamment manipulés. Pourtant, la surconsommation pose un véritable problème écologique. Par exemple, la pollution, le puits pétrolier, le gaspillage des ressources, les déforestations, l'extinction des espèces animales et la liste est encore longue. Mais que pense la population de tout ça? On a demandé à un citoyen. Ils nous ont trompés pendant des années avec la viande de cheval, par exemple, les raviolis, là. Et je me souviens, ado, je me faisais des raviolis le mercredi, je me faisais une boîte. Et là, on vient d'apprendre que pendant des années, on nous a fait bouffer du cheval. J'ai rien contre le cheval, hein. Ça m'arrive de manger du tartare. Mais ouais, ça c'est de la tromperie, c'est se moquer du monde. C'est pas respecter le consommateur. Rassurez-vous David, pour vous, nous sommes partis à la recherche de ces gens qui luttent pour qu'on puisse être maître de notre consommation. Et nous avons fait le tour de l'Île-de-France pour dénicher les héros de demain. Et on commence par Paris, où on rencontre Hélène Binet, responsable de la ruche qui dit oui, du 10e arrondissement. Le comptoir général est un musée dédié à l'art du ghetto. Il peut être loué par toutes les entreprises, associations et autres structures qui abordent d'une façon ou d'une autre les problématiques de l'environnement, de la solidarité, de l'innovation sociale et de l'ouverture au monde. C'est ici que nous avons retrouvé Hélène Binet, responsable de la ruche qui dit oui. En fait, moi j'ai beaucoup travaillé avec le monde agricole. Et quand je suis arrivée à Paris, il n'y avait pas de... Voilà, j'avais plus moyen d'acheter des produits fermiers, de retrouver un peu ces bons yaourts, ces bons légumes que j'avais avant quand j'habitais plutôt à la campagne. Et voilà, quand j'ai entendu parler de la ruche qui dit oui, je me suis dit ça vaut le coup de lancer ça. En plus, c'est un bon moyen aussi de faire venir les habitants du quartier, que les gens se rendent compte, de créer une dynamique. Et voilà, donc je me suis lancée. Dans une grande surface, on s'engueule toujours à la caisse, donc là, c'est quand même beaucoup plus convivial. On achète en ligne, donc on achète en fonction de ses besoins. On n'a pas l'achat un peu compulsif quand on se retrouve en supermarché où on va acheter les bonbons au dernier moment, ou les promos, finalement on va acheter les 3/4 des yaourts, on a acheté ce qu'on n'avait pas besoin. Donc ça peut être un avantage. Aussi, on a accès à des produits qui sont vraiment de très grande qualité. Et puis c'est un moment convivial parce qu'on se retrouve avec des gens qui habitent le même quartier, avec des gens qu'on peut voir à l'école, qu'on peut voir dans les activités sportives. Enfin, voilà, ça crée une animation de quartier. Là, la ruche qui dit oui, au comptoir général, on a entre 150 et 200 personnes qui viennent chaque semaine. Donc là-dedans, on a à peu près une centaine qui viennent toutes les semaines, ou quasiment toutes les semaines. Et puis on en a d'autres qui viennent plus irrégulièrement parce qu'ils partent en week-end ou parce qu'ils oublient de passer commande. Voilà. Après, le profil que l'on a, c'est vraiment les habitants du quartier. On n'a pas beaucoup de jeunes parce que quand on est jeune, c'est quand même un peu galère de s'organiser à l'avance. De se dire tiens, le mercredi soir, qu'est-ce que je vais manger pour la semaine prochaine? Bon, on n'est pas trop dans cet esprit-là. Mais en gros, c'est des gens qui sont en couple, petite trentaine. Et puis après, après, on a des seniors. Voilà, on a même des mamies qui viennent avec leur petite liste de courses faites à la main alors que c'est leurs enfants qui ont passé commande pour elles. Voilà. En fait, les responsables de ruche doivent trouver les producteurs. Donc moi, par exemple, tous les producteurs avec lesquels je travaille, c'est des gens que je suis allée voir sur le terrain. Et d'ailleurs, on organise à peu près tous les mois des sorties avec les membres sur le terrain pour aller voir les producteurs, ou carrément même pour travailler à la ferme. On fait ça une fois par an, on part camper une semaine et on fait du maraîchage. Donc voilà, et après il y a le bouche à oreille qui le fait, il y a le producteur qui va dire ah bah tiens, moi j'ai un producteur à côté que ça pourrait intéresser, on ferait le trajet ensemble, et puis voilà, ça se fait comme ça, après ça fait un peu boule de neige. En fait, c'est difficile de comparer parce que les produits qu'on trouve à la ruche qui dit oui, c'est pas des produits qu'on trouve dans les supermarchés. C'est des produits fermiers. Donc le poulet, par exemple, il aura couru dans l'herbe pendant 4 mois, alors qu'un produit de supermarché, il aura vécu simplement moins de 2 mois, il n'aura pas mangé de la même chose. Donc oui, c'est plus cher qu'en supermarché, mais c'est pas du tout la même chose. Après avoir fait Paris, nous avons décidé de visiter Versailles,
à la rencontre du responsable de Day by Day, une épicerie en vrac. Day by Day est une épicerie en vrac. On y retrouve toutes sortes de produits que l'on peut acheter de manière maîtrisée, c'est-à-dire la quantité que l'on souhaite. On n'y voit non plus aucun emballage, donc un bel engagement écologique. L'idée apparaît chez moi en 2003 et j'en suis pas du tout l'initiateur, puisque le vrac existe depuis toujours d'abord. Ça a été la grande manière d'acheter ces produits du quotidien depuis que le commerce existe globalement. Et puis simplement avec la grande consommation, on l'avait peu à peu oublié. Ça a été remis au goût du jour d'abord par les magasins bio depuis une bonne trentaine d'années, mais sur des toutes petites parties d'assortiment. Et c'est arrivé en grande consommation en 2003 par le biais d'Auchan, qui a été le premier à remettre quelques éléments de vrac. Parmi nos clients, on a une majorité de gens qui ont un niveau d'études supérieures. Alors, pas toujours du bac plus 12, mais de toute façon qui ont accédé aux études supérieures, parce que ce sont des gens qui, du coup, de par ce niveau-là, ont une plus grande demande de changement dans leurs habitudes de consommation. Je ne sais pas si vous vous êtes permis d'aller visiter un certain nombre de magasins bio déjà installés sur le marché. Franchement, ça ne fait pas rigoler tous les matins. C'est marron, gris, vert foncé, triste, il n'y a pas de lumière, on a l'impression qu'ils ont oublié le balai. Franchement, ça ne fait pas plaisir, ça ne donne pas envie. Nous, on est parti du contraire. On est parti de l'état d'esprit contraire en disant que consommer bien, ça pouvait être vachement drôle, vachement sympa et que ça pouvait être du plaisir. Donc on a essayé de trouver des codes qui étaient des codes de plaisir, simplement. Normalement, dans un magasin comme ça, de vrac ici ou ailleurs qui est bien fait, on ne touche jamais le produit, donc il n'y a pas de véritable problème d'hygiène. Là où nous, on a une vigilance particulière sur l'hygiène, c'est pas tellement dans la manipulation, c'est dans le remplissage des contenants tout au fil de l'année. La plupart des points de vente qui vendent du vrac ont une logique de nettoyage des bacs environ de 3 fois par an, parce que c'est une main-d'œuvre colossale que de laver les bacs. Il faut sortir le bac, démonter le bac, laver le bac, sécher le bac, remonter le bac, remettre le bac. C'est vraiment un système de main-d'œuvre important. Nous, on a pris le pari dès le départ de laver l'ensemble des contenants à chaque remplissage. Et laver l'ensemble des contenants à chaque remplissage, c'est un point qui nous paraît important, puisque même des produits secs développent leur propre système bactériologique. Si on re-remplit toutes les semaines pendant 3 mois par-dessus, le produit qui va arriver d'un lot neuf va retrouver les bactéries du lot ancien déjà développé pendant 10 jours, 15 jours. Et donc automatiquement, le produit, se trouvant confronté à une population bactérienne de plus en plus importante, ne va pas devenir impropre à la consommation, il va juste devenir moins bon de plus en plus vite. Et on a vocation à vendre des bons produits. Et pour finir, direction Créteil, où on retrouve nos derniers héros à Dalkia, une entreprise du groupe EDF. Depuis peu, Dalkia a mis en place un système de chauffage géothermique qui utilise des énergies renouvelables. Un grand pas contre les gaspillages de ressources. Mais le chauffage géothermique, c'est quoi en fait ? La pompe à chaleur, c'est un grand frigo. Donc, la pompe à chaleur est équipée d'un évaporateur, d'un condenseur, qui sont les principaux équipements qui constituent la pompe à chaleur. Il n'y a pas, si on regarde la pompe à chaleur, il n'y a pas d'émission du tout de gaz à effet de serre, alors que avec une installation classique, on peut émettre jusqu'à 6000 tonnes par an de gaz carbonique. Donc, voilà. Donc l'avantage d'avoir mis cet équipement, c'est qu'on est passé au-dessus de la barre des 50% d'énergie renouvelable sur l'ensemble du réseau de chauffage urbain et que les foyers ont bénéficié d'une TVA réduite, donc sur leur charge de chauffage. Enfin, c'est avant tout l'avantage de cette installation. Ce projet est extensible sur d'autres villes. Aujourd'hui, il y a des villes qui sont en cours de réalisation, telles que Bagnin, et après il y a d'autres villes aussi qui font une géothermie au degré dans laquelle ils installent une pompe à chaleur. Donc en Europe, il y a les pays scandinaves qui utilisent ça, mais à des températures beaucoup plus basses. Mais ici en France, c'est sûr que c'est la première en Europe, et on sait qu'il y a en France plutôt, et on sait qu'il y a les autres villes telles que Bagnin qui sont en train de mettre en place ce type de projet.